USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Durant cette période estivale, j'ai choisi de remettre sur le devant de la scène des profils d'invités déjà passés par le podcast et que vous avez appréciés. À l'issue de cet épisode, si vous souhaitez savoir ce qu'est devenu notre invité du jour, vous pourrez retrouver un autre épisode un petit peu plus court, c'est la rubrique Que deviens-tu ? Parce que pour certains, cela fait déjà quelques années qu'ils sont passés derrière le micro du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, c'est Antoine, alias Iron Toinou, qui va nous expliquer son profil, son cheminement et ce qu'il a traversé, à savoir le cancer. Alors sans plus attendre, je vous laisse profiter ou déguster à nouveau cet épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Comment vas-tu en ce début donc de semaine ? Écoute, salut Sébastien, ça va super bien, On récup là pour le début de semaine, mais ça va très bien. Et toi, comment tu vas ? Alors moi ça va, je suis un prof qui est en distanciel actuellement, donc je retrouverai mes élèves la semaine prochaine. Mais si je te pose cette question, c'est que tu as réalisé donc le week-end dernier un marathon en off et on en parlera tout à l'heure. Donc les jambes vont bien. Ouais, ça va très bien et effectivement, on en parlera avec plaisir. Alors, tu es un sportif accompli et tu as quand même traversé une terrible épreuve dont tu t'es sorti. Alors, tu vas nous en parler et nous allons voir que dans cette épreuve, la course à pied t'a aidé donc pour ce combat que tu as mené. Alors, je vais te laisser tout d'abord te présenter façon état civil et puis on verra un petit peu comment tu es venu au sport et quel a été ton parcours et qu'est-ce que tu exerces comme profession aujourd'hui. Ok, pas de problème. Écoute, je m'appelle Antoine, maintenant tu le sais. J'ai 25 ans, je vais sur mes 10 ans d'armée. Là, je suis rentré dans l'armée de l'air quand j'avais 16 ans. Et voilà, j'habite à Bordeaux. Je fais du triathlon, et surtout principalement de la course à pied. Alors, cette entrée dans l'armée, comment tu en es venu à intégrer très jeune l'armée de l'air ? Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que même moi, des fois, actuellement, je me la pose parce que c'était pas une vocation à la base. Je me suis pas dit, voilà, il faudrait toujours que je fasse ça. Par contre, je pense que je n'aurais jamais eu mon bac tout simplement si j'étais pas rentré dans cette école de Saintes, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, qui m'a offert l'opportunité, donc via un concours, de passer ma première et ma terminale au sein de l'armée de l'air et donc d'avoir plus de chances de réussir mon bac parce que la réussite est proche de 100% dans cette école. Donc à la base c'était vraiment pour ça et donc voilà, si maintenant au bout de 10 ans j'y suis encore, c'est que je m'y plais. Et l'armée de l'air, plutôt qu'un autre corps, armée de terre ou autre, ou la marine, c'était un choix ou ça s'est présenté à toi de façon, on va dire, spontanée ? Alors c'est vrai qu'au début ça s'est présenté à moi de façon spontanée parce que tout simplement la marine et l'armée de terre ne fait pas d'école du même style. Je veux dire qu'il y en avait, mais on n'avait pas le statut de militaire. Moi, à partir de 16 ans, j'avais déjà le statut de militaire et je commençais déjà à cotiser pour la retraite. Ça, c'était important pour moi. Et par la suite, je me suis rendu compte effectivement que au final, je me suis pas trompé. J'ai vraiment l'état d'esprit armée de l'air, ce qui fait que je regrette pas mon choix. Dès 16 ans, tu avais déjà cet état d'esprit. Le jeune Antoine était déjà très rigoureux, très obéissant, entre guillemets. Non, pas vraiment. Ça m'a d'ailleurs fait du bien, hein, vraiment. Après déjà 2 mois de classe, ma mère m'a pas reconnu, je crois. Donc, pas vraiment, mais c'est venu assez vite, je pense. Et pendant ces 2 ans d'école, on va dire un cursus assez civil, parce qu'on passe le bac, hein, c'est le même bac que dans le civil. Pendant ces 2 ans où j'ai été pas mal matraqué, je pense que ça m'a bien calmé, ça m'a canalisé et ça m'a permis d'être plus posé à l'heure actuelle, même si j'ai toujours ce côté un petit peu foufou, bon vivant, mais qui me caractérise, je pense. Alors, c'est ce qui transparaît quand on
a eu cet appel en off pour préparer l'épisode, ce que je te disais, c'est qu'il se dégage de ta personnalité beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie de vivre. Est-ce que cette traversée finalement et ces épreuves, ce côté dynamique, tu l'as toujours eu ou est-ce que ça t'a perdu à un moment donné? Écoute, je l'ai quand même toujours eu. Je l'ai toujours eu. Maintenant, je l'ai encore plus parce que on va en parler. J'ai eu une maladie grave et ce qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la vie et du prix de la vie, on va dire, parce que ça peut vite partir en couille, comme on dit. Et donc, oui, effectivement, maintenant, j'ai encore plus envie de profiter, même si j'avais déjà cette envie de profiter. Elle est décuplée depuis que je suis conscient de cette fragilité de la vie. Alors, ton lien avec le sport, est-ce que avant d'entrer dans l'armée de l'air, tu étais déjà très sportif? Quels sont tes premiers souvenirs? Est-ce que tu as toujours pratiqué le triathlon et le running ou est-ce que tu as expérimenté d'autres sports dans ta jeunesse? Alors, j'ai tout d'abord commencé, moi, à mes environ 10 ans, par une année de foot qui m'a pas vraiment plu. J'avais fait un petit peu de rugby à l'école parce que j'étais à Toulouse, donc forcément, ça me plaisait un petit peu, mais bon, j'avais pas le gabarit. Et au final, je me suis orienté vers le rink hockey. Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, pas du tout. Alors en fait, c'est comme du hockey sur glace, sauf qu'au lieu d'un palais, c'est une balle, et au lieu de la glace, c'est en gymnase, donc avec des rollers. Et ça, en fait, j'en ai fait pendant 9 ans avec l'équipe de Toulouse. Donc, c'est devenu vraiment une passion. Et malheureusement, quand je suis rentré dans l'armée, j'ai dû arrêter parce que j'ai changé de ville, hein, tout simplement. J'étais à Toulouse et je suis parti dans l'armée à Saintes. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de club à Saintes et qu'en plus, je ne pouvais plus sortir quand je voulais. Donc, plus d'entraînement, tout ça. J'ai dû arrêter. Et en fait, on va dire que le rink hockey m'a permis d'avoir une condition physique très correcte pour pouvoir intégrer l'armée. Mais ensuite, j'ai vraiment pris goût aux entraînements militaires, on va dire, au parcours d'obstacles et au cardio à proprement parler, avec les collègues en plus, parce qu'il y avait une grosse cohésion, on allait tous courir ensemble, comme c'est très connu, hein. Et ça m'a vraiment plu, et ce qui fait que ça pousse toujours à se dépasser, et on a envie d'aller chercher plus loin. Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie d'aller chercher plus loin. Est-ce que c'est facile de courir avec des Rangers aux pieds? Est-ce que tu l'as expérimenté? Ouais, je l'ai expérimenté sur du sec, sur des parcours, dans la boue, sous la pluie, sous la neige. Et bon, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout qu'en général, les Rangers, elles vont avec le sac à dos. Donc, le sac à dos bien, bien rempli. Donc, effectivement, c'est même dans l'armée de l'air, on fait ce genre de balade, on va dire, de promenade. Et c'est pas simple. Ça n'a rien à voir avec la course à pied à proprement parler, avec un débardeur, un short et puis une paire de chaussures de 180 grammes. Et comment tu es venu alors sur le triathlon et le running en compétition? Est-ce que très rapidement tu as pris goût après cette entrée dans l'armée à cette pratique du sport, du running, du sport tous les jours pratiquement, hein, quand vous êtes donc sur la base? Comment tu as découvert les compétitions et tes premières courses? Est-ce que tu te rappelles de ta première course d'ailleurs? Ouais, complètement. Ma première course, c'était pas une course officielle au final, parce que c'est ce qu'on appelle le cross du colonel dans l'armée de l'air. Donc, c'est des courses qui arrivent en général une fois par mois et où toute la base se réunit pour faire la course, tout simplement. Donc, en général, c'est un peu boueux, c'est des tours, c'est tout le temps les mêmes, mais c'est assez sympa et puis ça renforce pas mal la cohésion. Après, par la suite, j'ai fait des compétitions dans le civil, où j'ai commencé par la foulée des Baïnes. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ah non, je ne connais pas, non. Alors, c'est une course en fait sur le Cap Ferret où on longe la plage. Elle fait 20 km et on longe la plage donc, dans le sable, sur le long de la plage qui fait 20 km. Donc ça, c'était ma première course. C'était très, très dur pour moi. En plus, courir dans le sable, à cette époque-là, c'est vrai que je courais plus plaisir. Et même si je pensais compétition, je laissais les gens partir devant. Et puis, moi, je ne jouais pas le classement du tout.
Et ensuite, mes collègues m'ont dit, ça te dirait de faire le marathon de Bordeaux? Moi, j'étais arrivé à Bordeaux, donc en mutation depuis quelques mois. Et je me suis dit, en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, à dire oui, c'est que je me rappelle de mon père quand il a fait le marathon de Rome. C'est le seul marathon qu'il a fait. Mais quand il l'a fait, je le voyais, je le regardais comme un super-héros. Et pour moi, je me disais, mais il faut que je fasse un marathon, quoi. Il faut que je fasse un marathon. Donc, à mes 19 ans, j'ai fait mon premier marathon à Bordeaux, que j'ai fait en 4h24. Donc, ça a vraiment été dur. Au kilomètre 28, j'avais des crampes. Donc, très, très compliqué. Et au final, en passant la ligne, je me suis dit, mais j'étais fier de moi, mais je me suis dit, mais plus jamais je fais un truc pareil. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai continué. Le lendemain, je me suis dit que j'ai fait un marathon et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je me suis dirigé et je me suis inscrit directement. J'avais pas de vélo. Je me suis inscrit à l'Alpha Ironman de Vichy. Donc, un 70.3, donc 1 km 9 de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Donc, voilà. Et maintenant que j'étais inscrit à ça, il fallait que je m'achète un vélo. Et là, le triathlon a commencé. Est-ce que tu pratiquais déjà la natation et le vélo ou ça a été une totale découverte? Non, le vélo, bon, je pratiquais comme tout le monde, quoi, de temps en temps pour faire une promenade ou prendre le Vélib pour aller en ville, quoi. Mais et la natation, grâce à l'armée, oui. Grâce à l'armée, oui, parce qu'on était noté et on est toujours noté par rapport à ça, d'ailleurs, ce qui fait que on s'entraîne quand même assez régulièrement. Enfin, pour ma part, je m'entraîne assez régulièrement, ce qui fait que ça, c'était pas un inconnu. Par contre, la nage en eau libre, oui, complètement inconnu pour moi. Et donc, tu as réalisé cette Half Ironman. Comment tu t'en es sorti? Ça s'est bien passé au final? Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est passé comme je voulais que ça se passe, hein. Je voulais le finir en priorité. Bon, je l'ai fini en 5h20 et quelques. C'est pas un super chrono, mais j'étais fier de moi. Je l'avais terminé et c'est vraiment à partir de ce moment-là que, à la fois, je me suis dit bon, je peux encore aller plus loin, et à la fois, je me suis dit et pourquoi pas tenter de progresser vraiment en allure, en vitesse et d'être un peu plus compétitif. Donc, c'est ce qui t'a animé sur les mois et les quelques années qui ont suivi, de progresser et de gagner finalement peut-être en performance sur le vélo, sur la course. Quelle a été ta trajectoire? Est-ce que tu étais conscient de ce potentiel ou est-ce que cette course à Vichy t'a dit, tiens, je suis capable et je peux aller encore plus loin? Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt la course à Vichy où je me suis dit, je voyais des proches qui me regardaient un peu avec des gros yeux. Et là, je me suis dit, en fait, ça me plaît. J'aime bien les gens qui me regardent avec des gros yeux, qui disent que je suis un fou, ça me plaît. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais aller plus loin et j'en suis capable. Et en fait, je ne pense pas forcément que j'ai des prérequis ou que je suis né avec des atouts majeurs pour pouvoir faire ça, mais je pense qu'en fait, le mental permet de faire un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. Et on va voir que le mental t'a, je pense, bien aidé dans ce que tu as traversé. Est-ce que tu peux expliquer comment est survenue justement cette épreuve de la vie qui s'est présentée à toi, épreuve à laquelle tu ne t'attendais absolument pas? Ouais, bien sûr. C'est vrai que tout d'abord, entre cet Ironman de Vichy, le Half Ironman de Vichy, et donc cette maladie qui est arrivée dans ma vie, j'ai pu faire plusieurs marathons, des trails, et j'ai fait l'Ironman de Nice. Et donc effectivement, après, par la suite, je continue à m'entraîner pour le marathon de La Rochelle, qui était en novembre 2018. Et là, je suis parti donc en opération avec l'armée. Et à mon retour d'opération, j'étais en pleine forme, hein. J'ai jamais fait des séances comme ça. J'avais jamais fait des séances comme ça à pied. Et donc, retour d'opération, je vois le médecin. Il me demande est-ce que vous avez remarqué des changements dans votre corps? Et je lui dis que oui, effectivement, j'avais une boule au niveau de la clavicule droite, de la taille à peu près d'une petite clémentine, une clémentine quoi.
Et donc, il a fait lui aussi les gros yeux et il m'a dit que ça pouvait être quelque chose de grave. Donc, on a fait tout un tas d'examens, allant de la simple prise de sang jusqu'à plus tard la biopsie. En fait, pour tout te dire, on m'a d'abord trouvé une maladie des griffes du chat. Donc, c'est quelque chose de très bénin qui se traite par un antibiotique, a priori. Et ma tante, à ce moment-là, m'a dit, écoute, Antoine, quand même, ce que tu as, j'ai l'impression, bon, je veux pas te faire peur, mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être autre chose. Je te conseille de faire un scanner. Donc, effectivement, je suis parti faire ce scanner. Les autres médecins m'avaient dit, c'est bon, c'est les maladies des griffes du chat, vous pouvez aller prendre un antibiotique en pharmacie, et c'était réglé. Et au final, au scanner, il se trouve que non, c'était pas la maladie des griffes du chat, c'était plus grave que ça. Et on m'a trouvé une masse de 5 cm au niveau du médiastin. Donc, c'est une zone qui se situe dans le thorax, entre les deux poumons, en fait. Et que c'était sûrement d'origine lymphomateuse, ou lymphomatique. Je t'avoue que de toute façon, je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et donc, je lui ai demandé au médecin ce que ça voulait dire, hein, et il m'a dit que c'était une forme de cancer. Voilà, ce qui m'a projeté donc vers une biopsie. Une biopsie, c'est un prélèvement de ganglions, donc au niveau de la clavicule. Et après 2 semaines de diagnostic, on m'annonce donc que j'ai un cancer du système immunitaire, un lymphome au stade 2. Donc ça, on me l'annonce, c'est simple, on me l'annonce 2-3 jours avant le marathon de La Rochelle. Comment tu as vécu cette annonce? Est-ce qu'elle a été brutale? Je sais que les médecins ne prennent pas toujours de gants et sont parfois un petit peu cash. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as percuté tout de suite ce que ça allait entraîner? Comment tu as réagi face à cette terrible annonce? Ça a été, en fait, ça n'a pas forcément été dur pour moi. J'ai eu du mal. En fait, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment je vais l'annoncer à ma famille. J'avais 23 ans et de dire à sa mère à 23 ans, maman, écoute, j'ai un cancer. C'est pas simple. Je savais pas comment ma famille allait réagir et j'avais pas envie de leur faire peur. J'avais envie de leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas, que tout allait bien se passer. Et donc c'était pas si simple. C'était pas si simple, mais c'est vrai que moi, je me suis pas vraiment inquiété, ou alors pas longtemps. Et tu n'avais pas de signes avant-coureurs? Parce que bon, une masse quand même de la taille d'une petite clémentine, ça peut peut-être se ressentir, mais des manifestations physiques, non, tu n'avais pas de choses qui étaient anormales au niveau de ton corps sur les semaines et les mois qui précédaient? Alors en fait, moi, pour tout te dire, j'avais un mode de vie super sain. Je faisais beaucoup de courses à pied, de vélo, de natation, j'étais en forme. C'était pas possible d'avoir une maladie comme ça à 23 ans. Dans ma tête, c'était inconcevable. Et après, effectivement, moi, j'avais rien d'autre. C'était juste cette petite boule. Je me suis dit, ça va partir tout seul. Mais je t'avoue que les médecins, quand ils ont vu ce que j'avais entre les deux poumons, ils m'ont dit, mais vous devez être très essoufflé quand vous pratiquez la course à pied. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc je leur disais que non, que dans 3 jours, je vais faire le marathon de La Rochelle en moins de 3 heures. Donc, non, pas du tout. Et donc, comme je t'avais expliqué, hein, ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie que j'y aille, ou alors ils voulaient que je le fasse très lentement, mais ils ne voulaient pas que j'aille chercher ce record pour moi, ce record perso, on va dire. Mais pour toi, c'était inconcevable. Tu devais aller à La Rochelle 3 jours plus tard. Ouais, et encore plus parce que j'avais cette maladie, en fait. Parce que déjà, je voulais y aller. C'était, on sait ce que c'est chez un marathonien amateur. La barre des 3 heures, c'est quand même, c'est quelque chose qui est assez recherché. Et je devais aller la chercher. Et en plus, quand je me suis dit que j'allais avoir des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, qui allaient sûrement dans ma tête, qui allaient pour moi m'anéantir. Et je ne pourrais plus jamais faire des temps similaires. Pour moi, c'était maintenant ou jamais. Et donc, c'était maintenant. Donc, tu te sentais prêt, tu t'es dit, bon, là, il faut y aller avant que peut-être je ne puisse plus refaire ces chronos et peut-être plus jamais refaire un marathon. Enfin, ça te trottait quand même dans la tête. C'est exactement ça. En fait, je savais ce qui m'attendait. Dans ma tête, je ne pouvais pas je pouvais pas me dire que j'allais y passer à 23 ans. J'avais pas le droit.
J'avais pas le droit de laisser mes proches, de laisser mes amis à cet âge-là, c'est pas possible. Et, et en plus, effectivement, ce marathon en moins de 3 heures, c'était maintenant ou jamais. Pour moi, c'était jamais sinon, si c'était pas maintenant. Donc là, effectivement, il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille. Et ta famille, tes proches, comment ils ont déjà accueilli cette nouvelle qui doit être terrible? Enfin, on a l'impression que la terre s'effondre sur la famille. Et après, quand tu leur as dit, bah ouais, finalement, mais je vais quand même à La Rochelle, comment ils t'ont soutenu, encouragé ou peut-être freiné en disant, Antoine, tu vas peut-être un peu trop vite, là, on va peut-être mettre le marathon de côté et penser d'abord à ta santé. Quelle a été leur réaction? Alors, tout d'abord, effectivement, je pense que le plus dur, en fait, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que le plus dur, c'est pour la famille et c'est pas pour moi. J'avais vraiment l'impression que, moi, c'est simple. Ma sœur m'a dit, j'aurais préféré que ce soit moi qui l'ai que toi. Et ouais, mais moi, je préfère que ce soit moi qui l'ai plutôt que ma sœur. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui me trottait pas mal en tête. C'est qu'en fait, j'avais entre guillemets cette chance que ça soit moi qui soit malade et pas quelqu'un de ma famille. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. J'avais pas envie que ça arrive à quelqu'un que j'aime. Et, c'est vrai que par la suite, à aucun moment, ils m'ont dit ne va pas faire ce marathon. Voilà. Mon père a été le premier à me dire Antoine, il faut que tu fasses ce marathon. C'était tellement important pour toi, vas-y, quoi. Et ils m'ont vraiment soutenu là-dedans et je les remercie vraiment. Alors, comment on peut aborder sereinement ce marathon avec cette nouvelle et puis cette épée de Damoclès qui trotte au-dessus de ta tête? Comment tu l'as abordé et comment ça s'est passé? Ça, c'est une anecdote qui est assez sympa et que je raconte de temps en temps. C'est que souvent, avant un marathon, c'est simple, le départ était à 9 heures. J'ai l'habitude de me réveiller beaucoup plus tôt pour manger déjà, digérer un petit peu et puis me masser, faire du rouleau, m'étirer légèrement, commencer à préparer mon corps. Ce qui fait que on était tous à La Rochelle avec ma famille et que je me lève bien sûr tout seul pour me préparer à manger, pour faire tout ce que je viens de te dire. Et c'est ce moment-là où je suis seul et où je me dis, où je repense à ce que les médecins m'ont dit et où je me dis, Antoine, est-ce que t'es pas en train de faire une connerie? Est-ce que ça va pas empirer, quoi? Est-ce que ça va pas empirer la maladie que tu as? Et, donc, c'est simple, je regardais sur ma montre, j'étais stressé, mon rythme cardiaque il montait alors que je faisais rien. Et là, ça commençait vraiment à me trotter en tête. Et là, j'ai eu mon père au téléphone, en fait, avant le départ. Et il m'a clairement dit, allez, calme-toi, t'inquiète pas, tu t'es préparé pour ça. Moi, je sais que tu es prêt. Tout va bien se passer. Et ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et en fait, là, j'ai déstressé vraiment jusqu'à la ligne de départ. Je me revois, il pleuvait des cordes sur la ligne de départ de La Rochelle. J'étais avec mon sac poubelle déchiré et, j'étais bien. J'étais à l'endroit où j'avais envie d'être, en fait. J'étais là où je voulais être. Et ça, c'est important et c'est quelque chose à laquelle je pense pas mal encore à l'heure actuelle. C'est que, en fait, il faut que je sois là où j'ai envie d'être. Donc, c'était un petit moment pour toi, juste avant le départ. Tu dis là, je savoure, je profite. Et l'objectif était de casser cette barre des 3 heures sur marathon. Alors, comment il s'est passé ce marathon? Tu avais quand même du tonus, tu n'avais pas trop perdu au niveau énergétique à cause de cette surcharge mentale et ce stress qui t'avait un petit peu tétanisé quelques heures auparavant? Eh bien, écoute, non, franchement, je me souviens d'être parti dans les temps voulus, légèrement un peu rapide. Ça, c'est toujours comme ça avec moi, je pars toujours un peu trop vite. Et je me rappelle surtout avoir mis les 2 pieds dans une énorme flaque d'eau à 500 mètres du départ. Et ça, je me suis dit, mais non, mais oh là là, je vais faire 42 km avec les chaussures gorgées d'eau. Et là, j'avais pris un coup au moral quand même. Mais je me suis vite remis dedans et au final, de toute façon, il pleuvait. Donc, tout le monde a fini les chaussures mouillées. Et je me suis vraiment imprégné de la foule parce que La Rochelle, c'est un marathon qui est très festif, même s'il pleuvait, même si souvent en novembre à La Rochelle, c'est pas une température estivale, quoi. Donc, une belle ambiance. Je me rappellerai toujours, surtout maintenant, où ça va être compliqué de revoir des ambiances pareilles.
Et j'ai vraiment profité, quoi. J'ai vraiment un super souvenir. Et vu que c'est plusieurs tours, j'ai vu assez souvent ma famille qui me regardait et avec des yeux impressionnants, quoi. Moi, je me rappellerai toujours et c'était beau à voir. Et j'avais vraiment pas envie de les décevoir. Et donc au final, le chrono, est-ce qu'il était conforme à tes attentes? Content de passer cette ligne d'arrivée? Ouais, ouais, super content. Super content. En plus, je la passe, je me rappellerai, je la passe avec ma sœur, main dans la main. C'était rigolo parce qu'elle n'avait pas le droit de passer la ligne d'arrivée avec moi. Et c'était la seule sur la ligne d'arrivée avec un gros bonnet et un gros manteau et un jean. Et donc, elle s'est fait virer dès qu'elle a passé la ligne d'arrivée avec moi. Et, euh, et ouais, bah, du coup, 2h59, 31. Et pour moi, c'était mission accomplie. C'était mission accomplie. Bah déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez émotif, surtout sur les courses, en fait, et où bah, quand je passe la ligne d'arrivée d'un marathon, quand je passe la ligne d'arrivée d'un Ironman, j'ai tellement tout donné que bah, je lâche des larmes, je pleure pendant quelques minutes et j'en ai besoin et j'adore cette sensation, en fait. Et bah là, c'était encore plus fort, quoi. C'était mission accomplie et j'ai montré à ma famille que j'étais prêt à me battre. J'étais prêt à aller au charbon et que ça allait bien se passer. Alors là, on sent le militaire, hein. Mission accomplie, prêt à aller se battre. Donc un autre marathon t'attendait là. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un autre marathon. Parcours du combattant qui s'est présenté rapidement après cette euphorie, on va dire, de l'arrivée. Tu as été rapidement pris en charge pour là rentrer dans le dur avec ce traitement qui t'a été prodigué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de prodiguer une chimio et une radiothérapie à un patient, on est obligé de faire quelques tests au niveau du cœur, au niveau des poumons, pour être sûr qu'il n'y ait pas plus de danger à faire ce traitement qu'à traiter la maladie. Ce qui fait qu'il y a quelques jours qui se passent avant de commencer le traitement. Donc en fait, le marathon de La Rochelle était vers le 24, 23, 24 novembre, je crois. Et j'ai commencé la chimio le 23 décembre, donc un mois après. En fait, à ce moment-là, on m'a posé une chambre implantable. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est un petit boîtier qui se situe sous la peau au niveau du pec, en fait, et et avec une tubulure qui rentre directement au niveau des grosses artères. C'est un boîtier dans lequel on va directement injecter la chimio sous forme de produits très, très nocifs, malheureusement pour le corps, mais bon, surtout pour la maladie. Et donc, cette chimio va se répandre par l'intermédiaire de ce porte à 4, ça s'appelle, dans les veines, en fait, dans l'ensemble du corps. Et donc, on m'a posé ce petit boîtier. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu 7 jours sans sport. 7 jours sans sport, à savoir que dès qu'on m'a posé le boîtier, j'ai dû faire la chimio directement. Donc, en fait, ça a été 7 jours sans sport et où j'ai commencé la chimio. Et c'est les 7 jours les pires de ma vie jusqu'à maintenant. Même si je suis encore jeune, c'est les 7 jours les pires de ma vie où j'avais beaucoup de nausées, je dormais mal, je savais pas si j'avais faim, si j'avais pas faim, je savais pas si j'allais vomir, si j'allais pas vomir. J'étais très, très mal. Ce que tu disais, c'était comme une énorme gueule de bois, hein, de façon un peu triviale, si on peut l'appeler ainsi, qui ne passait pas. Et au bout de 7 jours, après, tu as senti une amélioration, mais c'était une première pour toi de ne pas faire de sport pendant 7 jours, toi qui, au quotidien, dois avoir une activité physique. Comment tu l'as vécu? Ça a été difficile, non, ou pas? Ouais, c'était très, très dur. C'était très, très dur, sachant que j'en avais vraiment envie. Et ça me manquait. Ça me manquait. Et en plus, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et j'étais curieux de voir, on va dire, la cohabitation entre chimio et sport. Ce qui fait qu'au bout de 7 jours, j'ai eu l'autorisation de reprendre le sport, enfin le sport, l'activité physique, parce que les médecins ne voulaient pas, hein, clairement que je reprenne vraiment le sport à haute dose, on va dire. Mais quand je suis parti courir avec ma sœur à ce moment-là, 7 jours après ma première chimio, au bout de 500 mètres, de 1 kilomètre, là, je me suis senti bien.
j'étais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, là où je devais être. Et j'avais plus d'effets secondaires. Et là, pour moi, je me suis dit, à la fin de ce footing, j'ai peut-être trouvé la chose qui va m'aider, la clé, quoi. Et en plus, si cette clé, c'est ma passion, c'est tout bénef. Et là, le mental joue quand même un rôle important. Tu dis, je suis là, à l'endroit où je dois être, à faire quelque chose que j'aime. Donc, pour la tête et les jambes, ça apporte un petit peu de bonheur dans ce quotidien qui ne devait pas être simple à gérer avec les traitements, les chimios et puis les proches à gérer qui doivent s'inquiéter, qui doivent également te préserver peut-être un petit peu. Donc, ces sas de décompression avec le sport t'ont aidé. Comment tu as progressé justement dans cette période? Tu disais, hein, les premiers footings étaient vraiment à toute petite vitesse, mais malgré tout, petit à petit, tu as réussi à retrouver un niveau et malgré le traitement, malgré la chimio, à avancer et à ne pas sentir d'effets secondaires. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mon coach me mettait à chaque fois un jour de repos par semaine. Et ce jour de repos, il était interminable. J'avais un retour des effets secondaires et c'était très compliqué pour moi. Ce qui fait que je lui ai demandé tout simplement de retirer ce jour de repos pour commencer. Et par la suite, on est arrivé à me mettre deux séances par jour parce que, bon, on va se le dire, j'avais le temps. Donc 2 séances par jour, 100 jours de repos. Et là, en fait, j'étais vraiment très bien. J'étais très bien et même sur mes jours de chimio, je m'entraînais avant, je partais en chimio, je m'entraînais après. Et c'était, voilà, des fois, quand je dis je m'entraînais avant, c'est surtout sur les jours de chimio. J'allais très tôt en chimio, mais rien que de faire 10-15 minutes de vélo avant de partir en chimio. Et puis en rentrant de chimio, là, j'étais un peu matraqué. Je faisais un footing d'une demi-heure avec ma mère. Et ma mère me disait, et ça je m'en souviendrai toujours, elle me disait, mais moi j'aime bien courir avec toi quand tu sors de chimio parce que c'est le seul moment où on va à la même allure. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, mais qui m'a fait beaucoup rire. Tu étais quand même dans une activité qui était raisonnée. Toi qui avais l'habitude d'avoir un gros volume d'entraînement, tu étais quand même raisonnable sur ces séances, mais tu savais que ce petit quart d'heure ou cette demi-heure allait égayer ta journée et tu en avais besoin justement. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, mes cycles de chimio étaient réglés. En fait, je réglais mes entraînements par rapport à mes cycles de chimio. J'avais une chimio tous les 15 jours. Je savais très bien que le jour de ma chimio, ça allait être très light et que le jour avant ma chimio, en fait, la semaine même avant ma chimio, je pouvais me mettre des gros entraînements. Mais quand je te dis des gros entraînements, c'est que j'ai fait des 12 fois 800 les semaines avant qui précédaient mes jours de chimio, quoi. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment fait du bien. Je voyais qu'en fait, je pouvais toujours être compétitif et j'ai même rapidement pu reprendre la compétition parce que j'ai refusé tous les produits qui pouvaient être dopants. Je suis même certaines fois monté en altitude, et ce qui fait qu'en fait, j'avais pas besoin des produits qui d'habitude sont nécessaires. Je parle d'EPO ou de corticoïdes. Ce qui fait que là, les médecins m'ont réautorisé à reprendre la compétition, même sous traitement, quoi. Et ça, c'était génial. Mentalement encore, comme tu disais tout à l'heure, le mental, c'est quelque chose qui est... voilà, il y en a qui disent que le mental, c'est 80% de la guérison, et c'est énorme, 80% de la guérison. Et ce côté militaire, cette force que tu as justement pu obtenir après tes classes, après tes opérations extérieures, est-ce que ça t'a aidé sur le plan mental et sur le plan physique? Parce que tu t'étais, je pense, constitué un corps de sportif qui t'a été utile. Même si tu ne le savais pas, ce corps avait été préparé à l'effort et a peut-être répondu présent quand on l'a sollicité avec cette chimio et avec ces traitements très invasifs. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. En fait, je vois un peu ça comme un cercle vertueux. Je suis militaire, donc j'ai fait du sport, mais avec le mental de l'armée, j'ai ce même mental qui est important dans le sport, et ce qui fait que en fait, ça m'apprend à ne jamais rien lâcher. Et donc, forcément, dans la maladie, c'est hyper important aussi, ouais, effectivement, comme tu le dis. Ouais. Et comment ont accueilli les médecins
cette pratique du sport, ils t'ont freiné ou est-ce qu'ils en ont peut-être tiré quelques enseignements en disant finalement, oui, c'est vrai, il n'a pas besoin de produits complémentaires pour atténuer les effets de la chimio. Il se remet bien. On va voir, hein, tu vas nous évoquer justement le parcours de cette maladie et comment tu as réussi à en sortir. Mais comment ils l'ont interprété, ce fait que ton corps réponde bien? Est-ce que pour eux, ça a été surprenant ou ils ne comprenaient pas? Alors en fait, quand je suis arrivé pour ma deuxième chimio, donc en fait j'ai fait une chimio, 2 semaines après j'ai fait une autre chimio. À ce moment-là, ils m'ont dit mais vous n'avez pas d'effet secondaire, vous n'avez pas perdu vos cheveux parce que ça pour moi, bon, c'était assez annexe. Hein. Militaire, ça a les cheveux relativement courts. Je te dis relativement parce que là on a la vidéo et tu vois que j'ai une coupe avec pas mal de cheveux. Mais un peu plus que moi. Un peu plus, effectivement. Et donc, bon, j'avais pas perdu mes cheveux, j'avais pas d'effet secondaire, et ça, ils comprenaient pas parce que l'ensemble des patients qui avaient cette chimio sous cette dose, et même à mon âge, en fait, en général, ils avaient des effets secondaires et dont la perte de cheveux. Donc, en fait, ils ont voulu, vu qu'ils savaient que je faisais beaucoup de sport, ils ont voulu refaire un scanner de contrôle pour être sûr que j'élimine pas le traitement par la sudation ou par je ne sais quel moyen, mais surtout pour être sûr que le traitement était efficace. Donc voilà, je t'avoue que ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais devoir arrêter le sport cette fois-ci si effectivement, à cause du sport, c'est pas efficace. Donc, on a fait ce scanner de contrôle. Normalement, la tumeur à cette période-là aurait dû réduire d'environ la moitié, voire 3/4. Et en fait, on m'appelle 2 jours après, on me dit, écoutez, on comprend pas, mais vous avez plus rien. Il y a vraiment plus rien, vous avez tout éliminé. Donc là, moi, je peux même pas t'expliquer la joie que j'ai connue à cet appel-là. Pour moi, c'était fini. Et malheureusement, pour en revenir à ta question, non, les médecins n'ont pas cherché à aller plus loin. Ils m'ont dit, ils n'ont pas compris. On comprend pas pourquoi c'est allé aussi vite. Mais en fait, non, ils sont pas dit ah ouais c'est le sport, il y a peut-être quelque chose à creuser, non. Et ça, je suis un peu déçu encore à l'heure actuelle de ne pas l'avoir fait, même si c'est pas ma faute, hein. Mais je suis certain que ça pourrait aider certaines personnes et c'est pour ça que je me bats pas mal via les réseaux sociaux pour vraiment montrer l'importance du sport et comme tu disais tout à l'heure, l'importance du sport à la fois pendant, même si c'est qu'une activité sportive, et sans parler vraiment de sport à proprement parler, et même de l'importance du sport avant. Parce que si je m'en suis bien sorti, c'est pas seulement parce que j'ai fait du sport pendant, mais c'est aussi parce que j'avais une bonne capacité sportive avant de tomber malade. Et ça, c'est en gros, c'est un peu comme si j'avais préparé mon corps à un cancer. On peut limite le voir comme ça. Et comment ta famille a appris cette bonne nouvelle et comment ils ont réagi? Traitement et très rapidement, la tumeur a disparu. Ils ont dit, là, c'est pas possible. Comment ça a pu disparaître en si peu de temps? Mais je pense qu'à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, ça doit être une joie immense avec cet ascenseur émotionnel. On passe d'une situation terrible à une joie immense. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là où je me dis, j'ai plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai quand même dû continuer les traitements jusqu'à la fin pour vraiment être sûr. Mais à partir du moment où je sais qu'il y a déjà plus rien, et de la même manière pour ma famille, c'était cette épée de Damoclès en moins au-dessus de ma tête. Et pour ma famille, c'était, comme je le disais tout à l'heure, vu que je pense que c'était pour eux le plus dur, ça a dû être un soulagement énorme et j'en suis même convaincu. Donc une joie, l'apéro et puis c'était la fête quoi. Mais c'était juste de se dire voilà ok, j'ai 23 ans, je suis passé par là, mais en fait ça a pas duré longtemps et j'étais à fond fuck cancer et c'était vraiment ça quoi. Je l'avais atomisé. Et depuis, c'est quelque chose qui te porte. Enfin, tu es vraiment un messager pour toutes ces personnes qui aujourd'hui se battent contre ce terrible fléau. Tu as envie de lui dire, voilà, moi, par le sport, par mon mental, j'ai réussi à te terrasser et il faut lutter et parler
parler de cette force que tu as pu avoir et le sport t'a aidé. Enfin, tu le disais, hein, par la sudation peut-être, par les endorphines que ça peut provoquer, et le mental a quand même un rôle important. Mais aujourd'hui, tu es comme un messager pour défendre et porter justement ces valeurs que tu as vécues et qui vont finalement dans ce sens vers la forme et vers le bien-être. Ouais, exactement, et vers l'espoir. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui me contactent sur les réseaux, et moi j'adore ça, j'adore cet échange. Et là, peut-être que les trois quarts de ces gens me contactent en me disant je suis désolé de te déranger. Mais non, en fait, si je communique à ce sujet, c'est pas pour vous montrer voilà, moi je fais ça, et je me la pète, absolument pas. C'est vraiment, justement, pour moi, cet échange est hyper important. Et si ça peut aider certaines personnes, c'est vraiment là la mission. On en revient là. Pour moi, c'est mission accomplie. S'il y a quelqu'un qui va arriver en chimio, qui va peut-être, c'est déjà arrivé, une infirmière qui va lui dire, ouais, moi, je connais quelqu'un sur les réseaux sociaux, et puis, lui, il a fait comme ça. Peut-être que ça peut t'aider. Et au final, oui, pour moi, c'est mission accomplie. Si le mec il veut se battre, même s'il fait pas de sport, si juste avoir cette rage de vaincre et donner tout donner pour se donner le plus de chances de s'en sortir, même si malheureusement parfois c'est pas possible, parce que parfois la maladie est trop forte, ou bien sûr qu'il y a des impondérables, mais quoi qu'il arrive, pour moi ce qui est important, c'est vraiment de tout donner, et de pas se dire, et de pas avoir de regrets, et de tout donner pour pouvoir se donner la chance de vivre, en fait. Est-ce qu'il y a un moment dans ces chimios, dans ces passages dans les services d'oncologie, un moment qui restera pour toi marqué, vraiment comme celui le plus intense, en dehors du côté annonce qui est terrible et du côté rémission où là on te dit finalement c'est terminé, mais une personne que tu aurais croisée, un moment qui reste pour toi marquant dans ces lieux qui sont pas toujours très accueillants et où on n'a pas forcément envie de rester très longtemps. Ouais, j'en vois deux, en fait, pour tout te dire. J'en vois deux parce que j'ai tissé pas mal de liens avec une infirmière du service où j'étais. Et en fait, au début, elle a cru que j'étais inconscient, vu que j'étais toujours là à rigoler, à raconter des blagues, à dire des bêtises et à être un peu foufou, comme je te disais, parce que pour moi, c'était comme ça. Il y avait ma famille qui m'accompagnait. J'avais pas envie de tirer la gueule et de faire une salade de grimaces et de dire s'il faut, je vais crever. Pas du tout. J'avais envie, au contraire, de rigoler, de toute façon, il fallait que je sois là, donc c'était comme ça. Et en fait, cette infirmière a vraiment cru que j'étais inconscient, que je comprenais pas ce qui m'arrivait, et que du coup, je pouvais faire n'importe quoi. Et donc, elle m'a pris à part. Elle a sorti ma famille de la chambre, et elle m'a passé un savon, quoi. Et moi, je lui ai dit non, non, non. J'ai dit non, tu comprends pas. Et je lui ai expliqué ma façon de voir les choses, du coup, ce que je viens de t'expliquer. Et elle a compris. Et depuis ce moment-là, il y a vraiment une sorte d'alchimie qui est passée. Elle a peut-être 30 ans de plus que moi, et on s'entendait super bien. Et j'étais presque content de l'avoir quand j'allais en chimio. Donc, j'étais content de l'avoir quand j'allais en chimio. J'étais pas content d'aller en chimio, mais j'étais content de l'avoir. Et je suis même donc retourné la voir le jour de la fin complète de mes traitements, déguisé avec un dinosaure, en fait, comme si j'étais sur le dos d'un dinosaure. Et elle m'a vu, elle a rigolé, elle a pleuré, elle était contente pour moi, et c'était un moment très fort, un des moments très forts. Et l'autre moment là auquel je pense, c'est ma toute dernière chimio, donc avant de partir en radiothérapie. J'étais avec ma mère à ce moment-là, et puis avec ma sœur. Et rien que de sortir de l'hôpital et de me dire, en fait, j'ai mis un pied en dehors de l'hôpital, et je me suis dit, ça y est, c'est terminé les chimios. Et en fait, les chimios, c'est quelque chose de tellement dur à vivre. Et moi, j'avais l'impression que mes veines elles brûlaient pendant toute l'injection. L'injection durait entre 4 et 5 heures. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Et quand je savais que c'était la dernière, mais je me suis effondré en sortant de l'hôpital, et c'est un super souvenir.
c'était vraiment la fin et je sais même pas comment l'expliquer, tellement c'était beau pour moi. Alors derrière ce côté dur, ce côté militaire, jovial, on sent quand même que tu es quelqu'un de sensible et d'émotif. Comment aujourd'hui tu interviens? Est-ce que tu es retourné peut-être pour donner du courage à ces personnes qui se battent contre cette maladie? En dehors de l'infirmière avec qui tu as peut-être encore des contacts, mais est-ce que tu interviens dans différents services pour donner un peu de tonus et de morale à ces personnes qui luttent au quotidien? Alors ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Malheureusement, avec le Covid, doute que c'est compliqué. Par contre, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est pas mal de courses, quand il y avait encore des courses de lutte contre le cancer, dont même une course directement à l'Oncopole, là où j'ai été soigné. Et je me rappelle effectivement, à chaque fois, en général, sur ces courses-là, ils sont au courant de ce qui m'est arrivé et ils m'invitent sur le podium, même si je suis pas dessus. Je partage un peu ce que j'ai vécu il y a quelques années. Il y a quelques années, oui, maintenant il y a quelques années, mais c'était il y a quelques mois quand je faisais ces courses. Et c'était quelque chose de très fort. Par contre, je t'avoue qu'au début, j'avais beaucoup de mal à en parler parce que c'était tout frais, c'était quelque chose de très fort et l'émotion montait très très vite. Maintenant, ça va beaucoup mieux et c'est vrai que j'aimerais bien continuer, j'aimerais bien recommencer. C'est quelque chose qui est important et si je le fais sur les réseaux sociaux maintenant, c'est bien sûr que je serais aussi très heureux de le faire dans la vraie vie, on va dire. Alors après cette douloureuse période, tu as repris finalement l'entraînement. Est-ce que tu te sens plus fort aujourd'hui qu'avant cette douloureuse épreuve? Oui, sans hésiter, sans aucune hésitation. Je suis déjà plus dur au mal, ça c'est clair et net. Je peux aller très loin dans l'effort et j'aime ça. En plus, j'aime me faire mal à l'entraînement. Je sais qu'après, j'ai une sensation d'accomplissement après un gros entraînement qui me fait vraiment du bien. En fait, je rentre chez moi et je me sens bien. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me retrouver au sprint sur certaines courses face à des gars, que ce soit pour la victoire, que ce soit pour le podium ou que ce soit pour une place de 100 ou de 150e. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est clair et net, c'est moi qui passe devant, quoi. Et mentalement, je m'arrache les jambes, je me fais saigner, mais c'est moi qui passe devant. Donc c'est vrai que ouais, je me sens sans aucun doute, je me sens vraiment plus fort à la fois mentalement et même physiquement parce que vu que mentalement je vais plus loin dans l'effort à l'entraînement aussi, ça se ressent au niveau des chronos. Alors, ce que tu disais, la chimio, ça brûle les veines, ça te ronge de l'intérieur, mais une séance finalement de sport, ça peut pas être plus dur que la chimio. Et je ferai le parallèle. Alors moi, j'ai pas vécu directement cette épreuve, mais mon papa qui est parti et qui a été emporté d'un cancer. Parfois, quand je fais une séance de fractionné très dur, je me dis, vas-y, arrache-toi parce que toi, tu peux encore courir, tu peux encore pratiquer ton sport. Donc, voilà, une pensée pour lui là-haut et puis pour toutes les personnes qui ont pu partir de cette maladie. Donc, le sport nous permet de se dépasser et je pense que c'est ce qui t'anime également. Exactement. Et je te comprends à 100% pour ton papa qui est parti, parce que ça m'est déjà arrivé, même avant de tomber malade, en pensant très très fort à ma grand-mère qui est partie d'un cancer aussi. Donc là, je te rejoins à 200% pour ça. Et même parfois, penser, comme tu le dis, tout simplement aux gens qui sont partis, même aux gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a beaucoup trop, malheureusement. Alors, on a souvent tendance à se dire, finalement, c'est chez les autres. Mais quand ça frappe à la porte de la maison, on voit les choses différemment. Enfin, personnellement, j'aborde la vie un petit peu différemment et je suis ravi d'échanger avec toi, Antoine, aujourd'hui parce que il y a des accroches communes et ce message que tu transmets de je suis un battant, je vais de l'avant, je fais des choses et je suis là au moment où je veux l'être. Je pense que c'est déjà une belle philosophie de vie que tu développes depuis cette terrible épreuve. Ouais, je suis d'accord. Et là, pour ça, encore une fois, hein, moi c'est pareil. Je suis ravi de communiquer avec toi et de savoir en plus que
que tu as été touché aussi, même si c'est indirectement, on va dire. Indirectement, c'est pas toi, je veux dire. Mais du coup, effectivement, on se comprend et je pense que toi aussi, tu vois vraiment la vie différemment. C'est même sûr, je pense pas, c'est même sûr et certain. Et ouais, tu vois, même pour revenir à tout à l'heure, au niveau de la vie qu'on voit différemment, c'est que avant, je rêvais et j'avais envie de me retrouver sur le devant d'une course, sur un podium, sur même une victoire, que ce soit même sur des petites courses, hein, des courses de village ou des petites courses. Et bien maintenant, après le cancer, au final, c'est maintenant ce que je fais. Et donc, j'arrive à vivre mes rêves alors que je pensais à l'annonce de la maladie que au final, mes rêves n'arriveraient jamais. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est, tu vois, j'en ai encore les frissons rien qu'à t'en parler parce que je repense à là où je suis passé en fait et c'est quelque chose de très fort et ça m'anime aujourd'hui. Alors, tu as vécu également une belle complicité avec ta sœur parce que tu l'as accompagnée sur un marathon. Est-ce que c'était un moyen de lui un petit retour d'ascenseur quand elle t'a accompagné dans cette épreuve? Tu t'es dit moi je vais t'accompagner sur ce marathon pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Donc la complicité entre vous deux, elle a dû se renforcer au fil de ces épreuves et tu voulais peut-être lui donner un coup de main sur ce marathon. Ouais, pour moi, quand en fait, je m'étais inscrit, pour la petite histoire, je m'étais inscrit au marathon d'Albi quand le médecin m'a dit le sport c'est terminé. Il est sorti de ma chambre et à ce moment-là, je me suis dit je vais m'inscrire à un marathon. Et donc le marathon d'Albi, il était entre, si je dis pas de bêtises, il était entre plusieurs radiothérapies. Donc en fait, il était pendant mon traitement. À ce moment-là, ma sœur s'était inscrite aussi au marathon d'Albi et je me suis dit oui. Je pense qu'il faut que je le fasse avec elle pour vraiment échanger quelque chose. Déjà qu'effectivement, le traitement et ces journées passées ensemble, tout ça, ça nous avait beaucoup rapprochés. Et là, de se dire, on va faire ce marathon ensemble et je vais t'amener, elle voulait passer sous les 4 heures et je vais t'amener sous les 4 heures. Et ben, c'était quelque chose que j'ai vraiment adoré. Et le jour de la course, ça s'est confirmé. Hein. C'était vraiment génial de passer cette ligne d'arrivée avec elle. Et d'ailleurs, en 3h57, donc j'étais tellement heureux pour elle. Et puis à ce moment-là, en passant la ligne, je me suis dit, j'ai pensé à ce médecin qui m'avait dit, non, le sport, c'est terminé. Et non, mon gars, t'as rien compris, le sport, c'est pas terminé. Là encore, le sport n'est pas la priorité, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de te dire non, jamais, vous ne réaliserez pas cette course et pour vous, les marathons, c'est fini. On voit là encore une fois un exemple de l'ignorance peut-être des bienfaits du sport dans pas pour tous, hein, mais je pense que certains médecins ne sont pas tournés vers cette pratique du sport et ses bienfaits. Donc, c'est un peu dommage, effectivement. Voilà, on le dit pas assez. C'est vrai que moi, je parle des médecins auxquels j'ai eu affaire, mais il y a beaucoup de médecins maintenant, et heureusement, je trouve, qui incitent justement et qui même prescrivent une activité physique adaptée en fait aux patients. Forcément, l'activité physique adaptée va pas être la même. Pour moi, par exemple, qui suis triathlète à 23 ans, que une mamie qui est touchée par un cancer, forcément. Mais en attendant, il y a quand même un principe déjà de faire fonctionner le corps, de faire fonctionner les muscles. Et il y a aussi un principe de changer les idées et de penser à autre chose qui est super important. Et moi, je le dis aux gens, même si les gens n'aiment pas le sport, ils n'ont pas envie de faire du sport, qu'ils s'occupent par une de leurs passions, qu'ils fassent j'en sais rien, de la photographie, ce qu'ils veulent, de la musique, de la pétanque. Peu importe, mais il faut s'occuper, il ne faut pas rester à se morfondre, à se dire et à attendre et à attendre de voir si ça se passe bien ou si ça se passe mal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, tu t'es pas contenté d'épreuves sur le territoire national, tu as participé aussi au Marathon des Sables, donc au Pérou. Comment tu en es venu à aller sur ce type d'épreuve, un petit peu différente du marathon, beaucoup plus longue, en autonomie? Quelle a été cette volonté d'aller découvrir ce désert au Pérou? Eh bien, en fait, c'est très simple. Pendant quelques mois, je me suis dit, mon objectif, c'est de battre le cancer. Et une fois qu'on m'a dit, voilà, Antoine, tu es en rémission, je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et ça a duré
une journée où j'étais pas bien. En fait, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on vient de m'annoncer que je vais vivre, mais à la fois, moi, je suis triste parce que comme si j'avais plus rien à combattre. Et là, il me fallait un objectif. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Il me fallait un objectif. Je suis allé sur Internet. J'ai trouvé un ultra trail au Pérou. J'ai dit voilà, c'est parti. Je me suis inscrit pour sortir encore de ma zone de confort en fait. Pour sortir de ma zone de confort. Donc là, ça a été une belle expérience. Tu as rencontré pas mal de personnes, vécu de bons moments, des beaux paysages. Et là, tu t'es dit, bah voilà, c'est quelque chose que je peux réussir et que je peux accomplir. Ouais, complètement. C'était quelque chose. En fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas que je pouvais pas jouer devant parce que c'est pas du tout mon on va dire ma spécialité. Par contre, j'ai vraiment vécu une expérience humaine incroyable. J'ai rencontré des personnes incroyables et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et en plus, ça m'a permis de faire moi-même un voyage de 2 semaines tout seul. Il y a des gens qui m'ont proposé de le faire avec moi et j'ai vraiment tenu à le faire tout seul parce que j'avais en fait envie de me retrouver face à moi-même dans un autre pays et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de voir une autre civilisation et de voir une autre culture. Et ça aussi, ça m'a fait un bien fou. Et au niveau professionnel, alors, tu as repris une activité, l'armée t'a repris en son sein, enfin, tu n'as jamais quitté l'armée, mais ils ont pu voilà, te réintégrer assez rapidement. Depuis combien de temps tu as repris une activité professionnelle? Bon, en fait, c'est simple. Hein, j'ai eu 5 mois et demi de traitement. Dès la fin de mon traitement, j'ai repris le travail. Hein. Donc, j'ai repris en juin 2019. Ouais, c'est ça, j'ai repris en juin 2019. Et forcément, mon travail a un petit peu changé. Mais maintenant, bon, j'avoue que et je remercie vraiment l'opportunité que m'offre l'armée par rapport à ça, c'est que on me laisse beaucoup l'occasion de m'entraîner pour représenter l'armée de l'air et de l'espace. Et, et j'en suis vraiment fier. Aujourd'hui, une semaine d'entraînement, quand on est militaire et en forme comme tu l'es, ça représente combien d'heures de sport par semaine? C'est très aléatoire, hein, honnêtement, c'est très aléatoire parce que on va dire, ça va sur des semaines où je suis en récupération, on va dire, à 5 heures, à des semaines où je monte à plus de 20 heures. Par contre, on va dire une semaine lambda, c'est autour de 12 heures, je dirais, de 12 heures d'entraînement, sans compter tout ce qui est annexe, massage, un massage le soir, tout ça, bien sûr. Hein. Moi, vraiment, je parle d'activité physique pure. Et donc, en cette année 2020, marquée par le Covid, est-ce que ça a freiné cette progression? Parce que tu le disais tout à l'heure, hein, depuis cette épreuve de la vie, tu as des résultats qui ont nettement progressé, des courses sur lesquelles tu t'es arraché pour obtenir des victoires et des podiums. Est-ce que ça a freiné cette année Covid, ton élan? Non, ça m'a pas arrêté du tout. Par contre, effectivement, je suis en manque de compétition cruelle, mais non, j'ai continué à m'entraîner beaucoup, voire plus au final, parce que sans compétition, on fait moins de cycles d'entraînement, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de kilomètres, quoi. Donc j'ai une grosse caisse en ce moment. Bon, les courses virtuelles, les segments Strava et tout ça, j'ai quand même fait le tour. Donc, j'aimerais bien voir maintenant où c'est que j'en suis en compétition réelle. Alors, il y a quelques jours, voire quelques heures, hein, parce que le défi n'est pas si loin que ça, tu t'es lancé dans un marathon off avec pour objectif de battre ce chrono que tu avais fait à La Rochelle 3 jours seulement après l'annonce de cette maladie. Alors, comment c'est venu cette idée de marathon off? Et puis, tu vas nous dire comment ça s'est passé. On va garder un petit peu de suspense. Et ouais, complètement. En fait, l'idée, c'est très simple. Je me sentais en forme, donc j'avais envie de me faire un record personnel sur n'importe quelle distance. Et j'ai pensé à cette distance marathon parce qu'elle était très symbolique, surtout, comme tu le dis, par rapport au marathon de La Rochelle, qui était mon ancien record, du coup. Et en fait, vu que je suis ASICS frontrunner, ASICS a lancé
une campagne pour battre son record personnel avec donc les nouvelles chaussures, les Metaspeed Sky, avec la lame en carbone. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, et je vais le faire le même jour que les athlètes élites, du coup. Et donc, c'était parti. Je me suis lancé sur les rives du canal du Midi avec un aller-retour de 21 km dans un sens, 21 km dans l'autre. Et je suis passé par tout un tas d'émotions. Alors, lesquelles? Quelles émotions t'ont traversé et t'ont parcouru? Parce que tu le dis, un très, très gros volume d'entraînement, une forme qui est très, très bonne en ce moment. Alors, est-ce que ça a suffi? Est-ce que le mental a été au rendez-vous? Alors, en fait, je pense que sur le début, j'étais vraiment euphorique. Il fallait que c'était maintenant ou jamais. Non, pas ou jamais, c'était maintenant. Et j'étais très content de le faire. Et donc, bon, je suis parti sur des allures sur lesquelles que je connais très bien. Hein. Je les ai fait énormément à l'entraînement. C'est une allure que je connais par cœur. Et bizarrement, je me suis rapidement retrouvé dans une forme pas terrible, en fait, qui m'a un petit peu fait douter, même pendant quelques secondes, avec du vent en plus, de la chaleur. Forcément tout seul avec juste ma copine qui me ravitaillait à vélo à côté, donc c'était pas forcément idéal parce que quand on a des gens devant nous, tout ça, c'est beaucoup plus on a envie de les doubler, quoi, ou on a envie de rester avec eux, donc forcément un marathon en off, c'est pas pareil qu'un marathon on va dire en compétition. Et donc là, j'ai eu vraiment un coup de mou jusqu'à voir flou au kilomètre 23. J'ai vraiment vu trouble. Je savais pas si j'allais m'arrêter ou pas. Et c'est là que j'ai réussi à reprendre le dessus, en pensant à tout ce qui m'était arrivé. Et ça a été très dur. Ça a été un combat pendant peut-être les 15 à 20 derniers kilomètres. Ça a été très dur. Je perdais du temps, mais heureusement, j'avais un peu de temps d'avance, mais je perdais seconde après seconde sur chaque kilomètre qui passait. Et bon, je pense que honnêtement, c'est pas la forme c'est pas le chrono que je mériterais sur une compétition. Mais par contre, j'en suis vraiment ravi de ce chrono parce que je suis passé vraiment par tout un tas d'émotions que je recherchais. C'est ça aussi la course à pied. C'est pas que des chronos, c'est pas que des performances. C'est aussi des émotions, des échanges. Ma copine, elle m'a vu dans un état à me dépouiller pour aller chercher ce chrono alors que j'étais tout seul. Les pêcheurs sur le bord, ils me voyaient la bouche grande ouverte et ils devaient se demander mais qu'est-ce qu'il fait? Et je suis au final très content parce que je bats mon record de plus de 2 minutes avec un 2h57.07. Mais à la fois un petit goût de reviens-y parce que je sais que à l'heure actuelle je vaux encore moins, donc je retournerai et j'espère en compétition. Alors Antoine, après cette expérience du marathon en off, est-ce que tu considères qu'il te faut absolument une compétition pour performer, ou est-ce que ces défis off finalement t'apportent autant que la course? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué quand même sur cette course off, bien entendu? Ouais, moi, ce qui me manque clairement, c'est l'échange, parce que bon, maintenant tu l'as compris, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Par contre, pour performer, je ne pense pas, parce que bon, j'ai quand même battu mon record en off, mais je suis certain que pour performer plus en compétition, ça m'aiderait. Ça, c'est clair et net. Et puis de toute façon, j'aime ça, donc je serai le premier à prendre un dossard dès que ça va reprendre. Ça, c'est clair et net. Le public de pêcheurs n'a pas été suffisant pour te permettre d'aller plus loin et au-delà de cette très belle performance. Non, c'est vrai que les pêcheurs, les chiens qui sont pas tenus en laisse, les enfants qui traversent en vélo et puis les clopes en passant, ça aide pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça, donc on s'adapte à son milieu. S'adapter, c'est dominer, comme on dit. Alors, les prochains dossards, les prochaines compétitions, tu t'orientes vers quoi? Un marathon à nouveau pour descendre encore ce chrono? Ou est-ce que tu peux envisager une reprise du triathlon, un autre Ironman ou un autre défi, là, cette fois-ci, le marathon des sables officiel?
pas le half. Mais écoute, déjà, quelque chose qui est assez rigolo, c'est que le 8 et 9 mai, j'ai un triathlon. J'ai un triathlon avec un vrai dossard. Parce que j'ai un copain, un pote, qui organise ça chez lui, dans le respect des gestes barrières. On est 6 par 6, on fait ça en contre-la-montre. En tout, on est 46 à passer, mais jamais en même temps. Et donc, les distances, c'est 100 mètres en piscine, 3 km de VTT assez technique et assez musculaire, et 1 km de natation. Donc, ça marche avec des qualifications, et puis ensuite, quart de finale, demi-finale, finale. Et ça va être quelque chose d'assez ludique, je pense. Donc déjà j'ai ça. Et ensuite, on verra. Moi, je suis déjà inscrit à l'Ironman de Vichy en août, au semi-marathon de Barcelone en octobre, au marathon de Barcelone en novembre. Et puis après, par la suite, on verra. Effectivement, c'est clair qu'un jour, j'irai faire le marathon des sables. Un jour, j'irai faire la diagonale des fous. Toutes ces courses-là, je les ferai un jour. Mais bon, j'ai que 25 ans. Chaque chose en son temps, et pour l'instant, je me régale sur ce que je fais, et la très longue distance, on va dire, ça sera peut-être pour un petit peu plus tard. Donc encore de belles perspectives et de beaux défis. Au niveau des réseaux sociaux, donc tu es très présent, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose sur lequel tu véhicules ta bonne humeur, tes messages pour donner un peu de baume au cœur aux personnes qui peuvent être malades et puis sensibiliser. Comment tu les utilises et comment tu les perçois? Est-ce que c'est un bon outil? Quels sont tes retours? Tu disais que beaucoup de personnes te contactent, les gens disent je veux pas te déranger, mais voilà, on peut rentrer en contact. On l'a fait spontanément, tu m'as répondu presque immédiatement oui, de façon positive. Comment toi tu perçois ces réseaux et comment tu les utilises? Pour moi, c'est vraiment un échange, et j'y trouve vraiment une plus-value, surtout pendant ces moments assez compliqués. Moi, je les vois de cette manière, en fait. J'ai envie d'à la fois montrer un côté performance, avec un côté heureux de vivre, avec un côté sport santé qui prime, en fait, où je veux montrer que forcément tout ce qu'on a dit ici, hein, ça en fait partie. Et puis je suis assez fanat de répondre aux messages, de répondre aux commentaires, de répondre à toutes les questions et aux interrogations de chacun. Il y a beaucoup de gens qui veulent commencer, en fait, la course à pied, et qui savent pas comment faire. C'est tout con, mais c'est vrai qu'on se dit pour courir, on met des chaussures en parcourir, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça si on veut faire les choses bien. Donc il n'y a pas de questions bêtes, et je prends un réel plaisir à répondre à toutes sortes de personnes qui aient parfois 10 ans, et même jusqu'à peut-être 70 ans. Il y en a qui sont sur Instagram à 70 ans, donc mais je trouve ça super, et en fait on se rend compte que quand c'est utilisé à bon escient, c'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est par ce biais-là que tu as été sélectionné pour rejoindre la team ASICS Frontrunner. Comment tu as été mis en valeur pour intégrer cette team? Alors forcément, il faut bien sûr être un minimum sur les réseaux sociaux pour faire partie de cette team, mais c'est avant tout, je pense, un esprit, et on le comprend bien soit quand on la suit, soit quand on est directement à l'intérieur de cette équipe. C'est que cette équipe, elle a un esprit d'équipe impressionnant, et c'est génial. On se lance des petits défis, on parle entre nous tous ensemble, on se voit dès qu'on peut, dès qu'il y en a un qui est de passage, on essaye de se retrouver, soit pour un petit footing, soit pour une petite bouffe ou un truc comme ça. Mais il y a vraiment un esprit d'équipe qui est impressionnant, et je pense que c'est là que ça prime. Il y a des gens qui ont 200 abonnés et qui sont pris, hein, comme il y a des gens qui ont plusieurs milliers d'abonnés qui sont pris, mais je ne pense pas que voilà, par exemple, quelqu'un qui a 300 000 abonnés mais qui va pas avoir un esprit correct, il sera pas pris, c'est clair et net. Enfin, correct, pas approprié, on va dire. Donc on trouve quand même des bénéfices à ces réseaux sociaux. Alors sur quel réseau justement on peut te retrouver? Dis-nous tout.
Moi, on peut me retrouver sur Instagram principalement, en fait. Mais après, bien sûr, sur Facebook. Donc, sur Instagram, moi, c'est Iron Toinou. Donc, comme l'Iron Man. Et puis, Toinou, parce que comme le quand j'avais super-héros. C'est le super-héros, Ouais. Iron Man. Iron Man, ouais, c'est ça. Comme le super-héros. Et puis, comme le mec qui veut faire des gros triathlons. Et puis, Toinou, comme ma mère m'appelait quand j'avais 4 ans et demi. Donc voilà. et puis Antoine Scortator sur Facebook. Bon, je remettrai de toute façon tous les liens sur les notes de l'épisode. Quel serait le dernier message que tu voudrais passer aux auditeurs, toi qui as traversé cette épreuve difficile et qui t'en est sorti? Quel message tu souhaites transmettre? Moi, j'ai une phrase que j'ai entendue il y a quelques mois maintenant et qui me touche énormément et qui prend tout son sens quand j'y pense. C'est que c'est pas parce que la route est mauvaise qu'on est sur la mauvaise route. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me donne encore des frissons parce que, en fait, je me rends compte que la route par laquelle je suis passé, le cancer, c'était une route mauvaise, c'est clair et net. Mais en attendant, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et pour rien au monde, j'échangerais ma vie d'avant contre la vie que j'ai actuellement. Ce qui fait que, en fait, j'étais sur la bonne route, bizarrement. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et puis, quoi qu'il arrive, ne jamais rien lâcher, toujours garder espoir parce que tout est possible. Alors, on n'en a pas parlé, ce sera un petit sujet, mais sans rentrer dans la polémique. Est-ce que tu penses que avec le Covid, on parle peut-être un petit peu moins de ces personnes qui luttent contre le cancer aujourd'hui et qui, maladie, fait de nombreuses victimes, peut-être encore plus peut-être que le Covid. Est-ce que ça te révolte un petit peu? Quel est ton avis sur cette gestion finalement de la pandémie en délaissant peut-être un petit peu les autres pathologies comme peut l'être le cancer? Ouais, c'est vrai que moi, ça me révolte un petit peu, effectivement. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne parle que de ça, en fait. Effectivement, il y a le Covid, il est présent, il fait des victimes, c'est vrai. Mais en attendant, en 2020, le cancer a fait quand même 43 fois plus de victimes que le Covid. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même impressionnant. Et pourtant, quand on allume les infos, on n'en entend pas parler. Et parfois, peut-être qu'il faut se recentrer sur les bases. Et je parle du cancer, mais il y a plein d'autres maladies. Le paludisme, il fait énormément de morts chaque année. Le sida, il fait énormément de morts chaque année. Et pourtant, là, on parle du Covid. Donc, voilà. Bon entendeur, hein. On peut réfléchir autour de ça maintenant, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps. Mais chacun son avis à ce sujet. Moi, c'est le mien, en tout cas. Bon, un grand merci, Antoine, pour cet échange plein d'espoir, plein de dynamisme. On salue toutes les personnes qui bataillent actuellement contre cette maladie. Un grand message aussi de soutien aux soignants qui luttent et qui œuvrent chaque jour aux côtés de ces patients. Mais un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation et de t'être livré sans filtre. Et encore bravo pour ce nouveau record sur marathon qui en appelle d'autres, je pense. Écoute, merci beaucoup à toi, Sébastien. C'était un super moment. C'était vraiment top. Et puis, j'espère qu'on va garder contact parce que j'ai vraiment apprécié. Bon, grand merci, Antoine. Pour les auditeurs, on s'arrête là pour cette semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cet épisode replay du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Merci infiniment pour vos écoutes. Sachez que vous avez de nombreux épisodes à votre disposition et n'hésitez pas sur les réseaux à partager vos écoutes et également sur Apple Podcast ou Spotify à me laisser une petite évaluation, un petit commentaire, ça aide le podcast à être encore plus visible. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.